Bonsoir, je suis Boboré, le propriétaire de cette très très jolie galerie. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors, j'ai l'immense honneur d'avoir avec moi ce soir Monique Brunet-Wiseman, une femme exceptionnelle. Oui, une femme exceptionnelle, elle a entendu. Une femme qui revient d'ailleurs de Paris où elle a présenté son livre Riopelle sur le vif, qui est un chef-d'œuvre. Elle a eu d'ailleurs un succès considérable à Paris. Elle a été invitée partout, à juste titre. Elle a fait un petit tour de France très joli. Et ce soir, c'est elle également qui est la commissaire de cette très très belle exposition qui, vous allez le voir, comprend Bertrand Brancaval, Daniel Cadieux, ma copine que j'adore, Godelaine de Rosamel, Léonel Jules, mon ami, Georges Moulek, Vassile Triffe, le père Vassilé, et bien sûr Monique Brunet-Wiseman également, Weinman. Bienvenue à la galerie. Vous avez donc quelques artistes et c'est Monique surtout qui va vous parler d'eux, puisque c'est elle qui a organisé cette très belle exposition. Alors je vous passe Monique et je vous remercie d'être venue. Alors je voudrais commencer par vous présenter cette équipe extraordinaire qui quelquefois est venue de très loin, n'est-ce pas, pour assister à ce lancement interart, à la fois poésie et peinture, et même des techniques qui ne sont ni poésie, ni sculpture, qui sont de l'électronique très avancée, en la personne de Georg Mulek. Donc il est venu de Cologne, mais il vit moitié en Allemagne et moitié dans l'extrême nord d'Écosse. Et c'est justement ces paysages extraordinaires que vous avez dans l'entrée, au début de la galerie, qui représentent des paysages vraiment surréalistes presque, tellement ils sont beaux, et retravaillés quelquefois avec des ordinateurs pour y introduire des espèces de bêtes fantastiques, à la fois de la préhistoire et très futuristes. Donc il y a cette espèce de dualité là dans cette production, qui rejoint d'ailleurs celle de Godelaine. Sur ce plan, Godelaine qui, elle, est originaire du nord de la France, mais qui vit en partie à Los Angeles et en partie au Massachusetts, dans Cape Cod, où nous avons le bonheur de la rencontrer. Alors donc, des animaux, un bestiaire qui lui aussi est à la fois naïf, comme des dessins d'enfants, un peu préhistorique par ses formes et la qualité de la texture, je trouve, et puis peut-être futuriste, parce que finalement, c'est presque la renaissance d'un monde sans l'homme. C'est un peu le thème de mon choix. Renaissance de la Terre et du globe sans l'homme. Donc, il n'y aura pas de création d'Adam de Michel-Ange. Hein? Aucune création d'Adam par Michel-Ange. Voilà. Alors, nous avons aussi Lionel Jules, qui, lui, vient de loin aussi, originairement d'Haïti, bien qu'il soit arrivé ici en 1974, c'est ça. Et voilà, donc, qui a refait sa vie, qui a repoussé des racines, parce qu'on ne déracine jamais complètement, on est transplanté, on fait du marcottage à la surface du globe quand l'humus est suffisant, hein, quand l'humus est intéressant. Donc c'est nous sept, nous sommes ainsi, et Bob aussi bien sûr, encore plus, parce que lui, il est allé marcoter dans le monde entier, n'est-ce pas? Alors nous sommes tous des washed ashore, comme on dit aux États-Unis, ou bien des migrants, des ex-migrants, des néo-ceci ou néo-cela, qui quelquefois réussissent. Hein? Ça arrive quand même, heureusement. On en est quelquefois un petit peu la preuve. Bon, alors donc, Lionel, haïtien d'origine, qui nous fait ces tableaux-là, qui évoluent dans un monde un petit peu mythique, des mythes d'un pays qui n'est pas le nôtre non plus, ce n'est pas les mythes européens. Hein. Alors on a toute une adaptation à faire avec des mythologies différentes. Oui, voilà. c'est ça. Daniel est d'origine, Daniel est une Québécoise pure laine, mais pas pure laine, parce qu'elle est finalement originaire de pays qui ont connu le grand dérangement. Or, quoi de plus exil que ça, n'est-ce pas, de l'Acadie, et aussi, naturellement, aussi avec des origines amérindiennes, Micmac. Oui. Bon. La première fois que j'ai entendu parler Micmac, c'était à Paris.
on avait des amis qui étaient amis de Micmac, ils s'appelaient Micmac, la famille s'appelait Micmac. On s'est dit, quel drôle de nom, comment est-ce qu'on peut s'appeler, comment est-ce qu'on s'appelle, c'est ça, comment est-ce qu'on peut s'appeler Micmac? Tu sais, j'étais jeune, je me disais Micmac, c'est un drôle de nom, mais maintenant je sais. Hein. Bon, on apprend. Alors donc, elle, exilée de l'intérieur, comme on pourrait dire, hein, parce que canadienne quand même, mais exilée de l'intérieur. Et puis alors Bob, lui, on sait qu'il est allé dans le monde entier, n'est-ce pas, Chicago, la France, le Maroc, oui c'est ça, et ailleurs, c'est ça, un peu comme Baudelaire, partir pourvu que ce soit loin du monde. C'est Baudelaire. Alors nous avons ensuite notre ami Bertrand Bracaval qui vient de Bretagne. Alors ça aussi c'est à la fois la France en lettres tout à fait, et peut-être avec des origines un petit peu belges dont il parle très peu, mais enfin on les retrouve dans ses peintures quand même. Donc nous sommes tous de cette... Et puis alors Vassilié Triffe qui vient lui de Roumanie, et même d'un endroit très particulier qui s'appelle la Transylvanie. Hein? Alors, c'est pas l'endroit des vampires, c'est l'endroit des vampires, non? C'est le pays des vampires. Or, nous sommes pas loin de l'Halloween, donc ça tombe très bien, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je tenais beaucoup à vous présenter tous individuellement et pour montrer que ce thème de l'exil n'est pas un hasard, qu'il a été mûrement réfléchi et qu'il aboutit à cette exposition qui à la fois donne des directions très différentes, mais en même temps se tient par une unité spirituelle. Super. Voilà. Oui. Je vous remercie. Alors, comme c'est devenu un petit peu la tradition ici à la galerie, Monique ne l'a pas signalé, mais je suis également écrivain, et j'ai écrit ce petit poème qui, je crois, va parfaitement avec cette soirée et correspond à notre exil intérieur et extérieur. Ça s'appelle « On est toujours de son pays ». D'accord? On est toujours de son pays. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, on traîne toujours sa nostalgie, où que l'on vive, où que l'on passe. Je suis un écureuil, je suis un escargot, je porte ma maison, je vais de ville en ville pour chanter mes chansons. Je suis une hirondelle, partout où je fais mon nid, j'emporte sous mes ailes un peu de mon pays. Ainsi qu'un écureuil, je cueille comme des noix, des souvenirs d'hier, d'aujourd'hui, d'autrefois. J'emporte dans mes valises un peu de mon pays, j'emporte dans mes valises un peu de chaque pays. On est toujours de son pays. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, on traîne toujours sa nostalgie, où que l'on vive, où que l'on passe. Jamais, jamais ça ne s'oublie. On est toujours de son pays. Excellent. Bravo, bravo, bravo. Excellent. J'aime ça. Ça nous habite, et comme j'ai dit, c'est comme on respire, on travaille, et que cette respiration se transmet dans le tableau, et que les gens peuvent le sentir, n'est-ce pas? Et puis, je trouvais que le fait que je travaille dans une peinture contemporaine, et le contenu qui émane de ma culture, de mon origine, s'infiltre dans la peinture et lui donne un caractère presque surréaliste, oui. Mais ça ne me dérange pas. Ce que je peux dire sur l'exil, en fait, nous sommes tous en exil par rapport à quelque chose, de toute façon, même dans notre quotidien. Nous sommes toujours en exil car nous cherchons toujours un voyage par le rêve, par l'art, par l'histoire. Donc, orphelin même de notre enfance. Moi, c'est sûr que pour l'exil... Nous sommes tous en exil de notre enfance. C'est voilà. Ce que j'ai mis comme exergue au poème. Nous sommes tous en exil. Donc, l'exil est sur les murs présentement. Donc, je vous souhaite une bonne soirée là-dessus. Voilà. Merci. Dernièrement, mais dans l'abîme de l'exil, il y a toujours une trace de lumière qui nous réunit. Oui, c'est ça. Moi, je n'ai rien préparé. Personne n'a préparé. Personne n'a rien préparé. Écoutez, en tout cas, merci de nous avoir invités. Oui. Merci pour cette préparation.
et de nous avoir réunis dans ce lieu tout à fait extraordinaire. Donc merci à Monique et à tous ceux qui ont préparé cette manifestation. Bon. Merci. Juste une dernière petite chose. Monique va nous lire quelques-uns de ses poèmes, un ou deux, pas plus, comme ça. C'est très bien. On m'a demandé de lire quelques-uns de mes textes, de mes poèmes. Alors, je vais vous en lire quelques-uns. Il y a à peu près 3 parties dans ce mince recueil. Une première partie qui est ce qu'on appelait autrefois la matière de Bretagne, dans les écrivains spécialistes de roi Arthur et tout ça. Il y a ce qu'on appelle la matière de Bretagne. La matière de Bretagne, c'est naturellement celle qui m'est la plus proche, puisque c'est ma source profonde, mes souches. Mes souches sont là, n'est-ce pas? Parce que les souches ne disparaissent jamais, même si on transplante la pièce, la plante. Alors donc la Bretagne est l'essentiel de ce livre, mais il y a aussi Paris, deuxième partie si vous voulez, qui explique d'ailleurs la migration, parce que je me suis toujours sentie étrangère à Paris, donc en plus mai 68 est arrivé, ce qui a fait qu'on est parti. Et puis ensuite la dernière partie qui est très courte, mais qui est finalement une espèce d'ouverture apocalyptique. Alors le début, c'est donc la Bretagne. Je vous lis un texte qui s'intitule Carnac. Le vent vert des rêves a soufflé sur le bûcher du souvenir. Le bonheur cache sa préhistoire, ses cavernes scellées sous les champs de genêt. Il faudrait briser les dolmens où se chantent les messes noires. Ma mémoire danse une ronde à Saint-Jean sur l'anneau de Saturne. La course des nuits me talonne sur la piste sans fin qui s'enroule autour de l'axe de la terre, en pulsant dans ma tête la mesure de pas qui marchent en sourdine. Je suis au centre des menhirs. Premier texte. J'en ai un autre qui est plus rythmique, beaucoup plus sur le rythme, construit sur le rythme plus que sur le sens, qui s'appelle Kériti, c'est un autre endroit en Bretagne. La nuit il correspond bien à notre période d'Halloween, vous allez voir. La nuit tourne, la nuit danse, la nuit piétine mes paupières. Les feux follets en sarabande brasillent mes cheveux et ma chair. Les doigts griffus des sorcières lancent des piques acérées. Des myriades de piraillas déchirent de leurs dents d'acier. La nuit tourne, la nuit danse. À corps perdu, je dois courir, au creux tournant et sur les pentes de la nuit à n'en plus finir. Voilà. C'est des nuits d'insomnie, voyez, vous retrouvez là-dedans, c'est l'insomnie. Alors, il y en a un autre que je ne peux pas manquer de lire puisque nous sommes au Québec et que notre cher Jacques Cartier, n'est-ce pas, est venu de Bretagne, d'un coin près de Saint-Malo qui s'appelle Limoilou. Or, vous avez un Limoilou aussi près de Québec. Vous voyez, il y a pas ça ne s'invente pas. D'ailleurs, c'est des faits historiques. Alors, le texte ici s'appelle Saint-Malo. Très cher François-René de Chateaubriand, de l'Amérique des Natchez à Combourg, pavé ma voie de retour au Grand B, tel Jacques Cartier tourne le dos au large pour rentrer dans sa ville. Et le saumon sauvage remonte le cours du Scorff pour retrouver la pierre où il est né. Et du Bellay, l'ardoise fine de son petit liré. J'ai dormi sur le granit dur et chaud de ta plage, dans l'odeur iodée du goémon et du sable, bercé par la houle à la marée montante, par le chant guttural des mouettes sororales. Mère ne voulait pas de dalle funéraire pour étouffer son corps. Nous l'avons couché sous le granit rose de la côte d'Armor, où foisonnent l'hortensia bleue et les ajoncs d'or. Bon, alors ça c'était la Bretagne pour vous donner une petite idée de ce qui comporte Paris.
Paris qui pour moi était un exil véritable. Je n'ai jamais aimé vivre à Paris. J'ai toujours pensé que j'étais à Paris en parenthèse, entre parenthèses. J'ai vécu à Paris 4 ans entre parenthèses. Je savais que je ne resterais pas et je ne l'aimais pas. Voilà. C'est pour ça que la migration est venue après, d'ailleurs. Alors, quand on dit « Oh, Paris, Paris », c'est bien beau quand on est très riche. Mais lorsque vous êtes dans le métro sans arrêt à courir comme des rats, je ne vois pas où est l'intérêt. Donc, voici un autre poème. Ben voilà. Alors, en plus de ça, on était, mon mari et moi, non seulement à Paris, mais à Nanterre. Alors, à Nanterre, ça vous dit quelque chose. C'est là que la révolution de mai 68 est née. Et naturellement, on a tout vécu depuis le début, l'évolution qui a abouti à l'explosion de mai 68. Et ça n'était pas particulièrement réjouissant. On était dans une banlieue qui n'était qu'un champ de construction partout, n'est-ce pas, où il n'y avait absolument pas de bibliothèque, pas de cafétéria, pas de rien du tout. Et il fallait être étudiant là-dedans. Bon, alors ça, c'est une prémonition, parce que j'ai écrit ça bien avant que mai 68 éclate, parce que tout ça, ce sont des textes anciens, finalement, qui font une biographie, une autobiographie poétique, si vous voulez. Alors, Paris 10. La mort de la tante s'écoule au goutte à goutte. Dans les cages de verre aux odeurs d'abandon, j'ai le souffle d'une exilée. Les lampes allumées clignotent à l'infini, escortent vers le creux du ciel. Tout ce confort coûtait très cher, mais on s'y sentait comme exclu. Un suicide, avant même l'hiver. Nul n'en a rien su. Solennellement, on respecta une minute de silence, des mois après l'enterrement. La nuit de tous côtés m'assaille. Rythme des pas sur la moquette, danse parfaite, excellent mime, l'ombre passant triple un ballet, mon cœur halète au même rythme, derrière la vitre. Ça, c'était vraiment l'ambiance qu'on avait à Nanterre, vous voyez, avant mai 68. Et d'ailleurs, il y a un professeur de Nanterre, qui était professeur d'anglais, dont j'oublie toujours le nom, on l'oublie aussi, qui a écrit un merveilleux livre qui s'appelle « Derrière la vitre ». J'ai ajouté ça, « Derrière la vitre », après avoir lu son roman, qui n'était pas un roman, qui était un témoignage absolument formidable sur la vie des étudiants et étudiantes dans cette banlieue infâme, n'est-ce pas, et qui aboutit effectivement à l'explosion qu'on connaît, avec ses suites. Ces suites étant que nous, on a préféré partir. Vous voyez, c'était définitif à ce moment-là. Parce qu'on est passé d'un extrême à l'autre, d'un moment où les étudiants étaient pressés comme des citrons, on était vraiment pressés comme des citrons. Et puis alors là, il y a eu l'explosion de mai 68, puis les mêmes qui étaient des vrais des tortionnaires, c'est ça, de l'étudiant, sont après devenus copains, s'asseyant par terre, les tutoyant, qu'est-ce que vous voulez, et distribuant les diplômes au carrefour. Alors, tous les diplômes d'après mai 68, tout le monde sait que ça ne vaut pas grand-chose. Heureusement, le mien a été défendu en 67, avec tout l'extrême sévérité qu'on pouvait y mettre. Bon, alors au moins, j'ai cet honneur-là d'avoir passé mon diplôme en 67. Bon, puis après, on est parti. On est parti de là. Alors, de cet endroit... Attendez, je vais essayer de trouver un autre texte qui est justement, voilà, c'est le résultat de toute cette ambiance morbide et triste et grise. Ça s'appelle Migration. Mon impatience piétine les rocs de craie pouilleux. Fuir, embroussailler dans ta crinière de vent, libre étalon volant au voile des caravelles, et sous ton galop d'or et de fer constellé, faire gicler la poésie et la lumière en longs geysers de flammes pour une mer nouvelle aux flots gris de clarté. Nous oublierons mon âme au beau soir d'un vieux port, comme une encre rouillée, poreuse, rongée de mousse, trop lourd bagage aux douanes boréales. Et notre ombre, la triste enfant dominicale des jardins publics, harassée de lenteur, et du devoir de suivre des pas trop mesurés. Oh, notre ombre sera la boussole et la figure de proue au profil transparent, filant de croisière en errance, de frontière en étoile, au travers des courants.
migration, ça. Voilà. Alors, j'arrête le dernier. Alors, je lis le seul, un exemplaire de la partie qu'on peut dire apocalyptique. Apocalyptique, oui, qui est aussi une prémonition, n'est-ce pas? Une espèce de prémonition aussi du monde sans l'homme. J'ai vécu l'heure du dernier rivage. L'aurore déjà était en deuil du monde et la mer morte. Décharnée de ses sables souples, la plage échafaudait un escalier de dalles sonores. Nul vent, nul mouvement, nulle odeur, pas de fleurs étoilées pulsant dans les rocailles. Nous étions sur ces bords, prêts pour le sacrifice. Ainsi se parlait la mémoire, rétive aux lueurs de révolte, lumineuse enseigne où seule admise clignotait cette fausse nouvelle. Toutes les pierres de sèche accumulées depuis des millénaires crissaient sous les pas comme des coquillages au temps des pêches miraculeuses. Le transi était là en squelette, et les statues de sel, et les momies de lave, et nous n'aurions ni danse macabre, ni jugement dernier. Des fossiles calcaires froissaient sur les falaises, le satin broché des ramures de givre, et les carcasses creusaient des grottes de stuc arides dans l'attente et l'angoisse tangible. Voilà. Voilà, je vous remercie. Je vous laisse seulement vous dire une chose. Parmi il y a un grand exilé, le grand critique d'art André Selanu, et c'est grâce à lui qu'on a découvert Bob et sa galerie. Donc, bienvenue parmi nous, M. Selanu. Oui, merci. So this series of works are called the Caspases series. Caspases is a word that I invented. It means cellular automata species. What you see here is a species that does not exist in reality, only in my fantasy. And I generated that on a computer with algorithm using cellular automatas. That is a system that is usually used by scientists to generate images that do not exist in reality. So that it could be images from physics, from biology, from any field you can imagine. And then I applied this creature to a landscape to give it a natural surrounding where the creature is living. So these are shots from Scotland, from the Highlands, from the very north coast of Scotland. That's just a rock there near the sea, and that's all natural stones covered with seaweeds. The next picture is the process is the same. This rock exists naturally with a lot of small muscle parts in it, and I generated artificial muscles on top of it, and I applied it over the stone. So this is the combination of a reality that exists in nature and something that does not exist at all except in my fantasy. It relates to a concept of what's happening in our world today. A lot of things are artificial.
They appear in biology, in biological labs. Research is being done in a medical field. And what could happen if things turn sour? Maybe some of these new inventions, these new biological beings that usually are in a laboratory environment, if they escape out to nature, they could transform nature. That's a fear I have, that's what's happening, and that's a little bit talking about the subject. The nature today is not just the nature it used to be in the past. The nature is influenced by a lot of things that happen in our culture related to technology, to DNA processes, and the relation of the photographs to my work in this exhibition here is because the nature in Scotland, in the West Coast, is kind of similar to Brittany, where Monique Brunet-Weinmann, the curator of this exhibition, is from. And she saw a relation in these pieces in my work. And she picked these pieces out of this landscape in Scotland. Con los latinos, porque hay un arquetipo, ¿sabes? Una idea fundamental, una idea plástica que es colorida, que hay colores, hay algo que fluye, hay como una euforía artística, y él tiene algo similar. Entonces nuestras culturas se parecen, ¿entiendes? Es una hipótesis, ¿entiendes? No es como cuadrado, porque el idioma se parece de alguna manera. El señor es humano. Ah, ok. Por eso digo que es humano, pero hay algo en la mentalidad que sale, porque lo que sale es algo pre-lógico, antes del idioma. Es como una sensación, una música, no sé, un misterio en realidad. Pero como yo conozco Latinoamérica y con los latinos me llevo más o menos bien, yo postulo que quizás hay algo en común, seguro. Muy bien. Felicitaciones. Gracias, señora. Godelaine de Rosamel est une artiste originaire du nord de la France qui s'est établie à Los Angeles, mais qui passe une grande partie de ses étés à Cape Cod dans le Massachusetts, où j'ai eu la chance de faire sa connaissance. Alors elle a beaucoup fait d'illustrations de livres d'enfants et de la peinture pour commencer, de la peinture avec beaucoup de talent et beaucoup d'intérêt. Puis pour s'orienter vers la céramique avec argile, je suppose, c'est de l'argile au départ, et qu'elle établit une espèce de bestiaire tout à fait intéressant, à la fois naïf et symbolique, qui rejoint d'ailleurs certaines formes préhistoriques qui sont extrêmement utiles et intéressantes. Alors nous avons eu la chance de pouvoir l'intégrer in extremis dans cette exposition sur l'exil, puisqu'elle connaît le sujet très bien,
ayant, n'est-ce pas, étant déraciné de son pays d'origine et 2 fois plutôt qu'une. Et voilà, donc c'est un apport formidable pour compléter les 5 artistes peintres et travaillant sur les méthodes électroniques et très nouvelles comme Georg Mulek. Donc c'est à la fois une espèce de bestiaire ancien et futuriste. Hein. Et lui, c'est la même chose. Hein. C'est un espèce de monde sans l'homme, c'est ça que je trouve extrêmement intéressant d'ailleurs. Sans l'homme, c'est la nature à l'état pur, mais soit très ancienne, soit futuriste, qui renaît de son état dégénéré, hors de la présence humaine.